Bienvenue chers apprenants, comme tous les matins, ravi de vous retrouver sur la télévision Futur Média dans la salle des profs de la télévision Futur Média. Pour démarrer, vous dire d'abord bonjour et aussi vous dire paix, joie, amour sur vous au quotidien et dans la vie de tous les jours. Merci de nous accompagner, merci de nous faire confiance, merci d'être là avec nous du lundi au vendredi dans la salle des profs de la télévision Futur Média. En tout cas, sachez que de notre côté, c'est toujours un plaisir de vous servir avec les enseignants du Sénégal et vous servir aussi avec le docteur Massamba. Docteur, bonjour, ravi de vous retrouver. Bonjour Astou, merci. C'est un plaisir encore d'être là, à côté de toi, pour recevoir les enseignants du Sénégal sur un tapis rouge, parce qu'ils le méritent. Ce sont eux qui forment les plus grands, ce sont eux qui forment ceux qui dirigent, ce sont eux aussi qui prennent tout le temps à leur famille pour donner le meilleur de ce que l'homme peut avoir, la science. Le Covid-19 aujourd'hui nous confine dans nos maisons. Merci de rester chez vous pour regarder. Merci de ne pas aller à la plage, chers enfants. Merci de ne pas sortir jouer à l'extérieur. Merci de ne pas vous mettre au coin de la rue pour faire du thé. Merci de ne pas aller vous mélanger à des situations impossibles. Restez chez vous et nous allons participer avec les collègues disponibles à maintenir le feu du savoir en vous. Je voudrais remercier exceptionnellement École au Sénégal qui nous a équipés en masque de manière spontanée. Merci beaucoup, Kodou. Merci à toute ton équipe. C'est de la solidarité. Je voudrais aussi féliciter Télé-École, Hassan Boub, pour l'énorme travail qu'il fait, qui accompagne depuis 2012-2013 toute la production de savoir. Merci de mettre ces programmes en veilleuse pour donner plus de 13 000 cours aux enfants. Je voudrais aussi féliciter toutes les télévisions africaines, à commencer par les télévisions du Burkina, les télévisions du Ghana, les télévisions du Tchad, toutes les télévisions qui mettent à leur disposition le savoir, même les télévisions sénégalaises qui mettent leurs antennes à la disposition des enseignants. Merci beaucoup, docteur Massamba. En tout cas, c'est un plaisir de voir cet effort, cette solidarité qu'il y a derrière l'éducation, cet effort qu'il y a derrière les enfants. Et c'est pour le bien de tout un peuple, de toute une nation. Ce matin, nous serons, en plus du docteur Massamba, en plus des professeurs qui sont dans l'antichambre, nous serons sur ce plateau avec M. Gueye que vous connaissez désormais dans la salle des profs de la télévision Futur Média. Il est là pour les tout petits, comme toujours, les classes de CM2. M. Gueye, encore. Merci beaucoup, mille merci, merci d'être là. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour Asmen, donc bonjour docteur, vraiment c'est encore un honneur donc, de partager ce plateau avec vous. Après la première émission, donc j'ai eu un feedback donc très positif, donc ce qui fait que donc beaucoup de gens ont plaidé pour la pérennisation de cette émission, n'est-ce pas? Et fière chandelle aussi. Donc docteur Massamba qui nous a encadrés, donc qui nous couvre donc de son amour paternel, n'est-ce pas? Et ça, c'est ce qui nous permet donc davantage donc de travailler pour aller de l'avant. Donc avec l'œil bienveillant de l'inspecteur Damsek, n'est-ce pas? Vraiment qui a abattu un travail colossal, n'est-ce pas? Donc et qui a balisé le terrain. Donc nous allons continuer le travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Gueye. Je pense que c'est parti pour les classes de CM2. Aujourd'hui encore, nous restons avec les classes de CM2 ou bien nous changeons carrément de cap? Toujours le CM2 à l'honneur, n'est-ce pas? En plus que c'est une classe d'examen, n'est-ce pas? Et cette année-ci aussi, je tiens un CM2, n'est-ce pas? Voilà. Mais alternativement, on va aussi revisiter donc les cours des autres classes. D'accord, merci beaucoup. Donc à vous le tableau, M. Gueye. Et ce matin, nous aurons avec vous l'analyse logique, n'est-ce pas? Ouais, voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Donc merci à Soumen. Donc toujours à savoir le geste classique, n'est-ce pas? Donc, qui nous présente l'autre geste classique ou bien l'autre geste barrière, le confinement. Le détenteur du pouvoir du décret divin, donc de nous épargner définitivement donc, de cette pandémie. Amin. La prière et les efforts. Donc, chers élèves, n'oubliez pas donc de porter vos masques, n'est-ce pas? S'il y a donc sortie. Voilà. Bon, maintenant, on va y aller directement. Aujourd'hui, nous allons faire avec vous donc l'analyse logique donc d'une phrase, n'est-ce pas? Principalement les propositions subordonnées conjonctives introduites par que, n'est-ce pas? Donc la première phrase proposée, donc ainsi libellée, Babacar a affirmé qu'il ne connaissait pas la personne dont je lui ai parlé.
n'est-ce pas? Maintenant, pour respecter le processus d'analyse logique, on va recouper la phrase pour mieux illustrer, n'est-ce pas? Babacar a affirmé qu'il ne connaissait pas la personne dont je lui ai parlé. Voilà. Maintenant, nous avons la phrase dans sa globalité. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Identifier les verbes conjugués. A, affirmer. Deuxième verbe conjugué, connaît, c'est. Et troisième verbe conjugué, est, parler. Très bien. Et comme on l'a dit, il y a autant de verbes conjugués que de propositions. Conclusion, il y a combien de propositions? Donc il y en a 3. Donc ça c'est sans équivoque. C'est très clair. Maintenant, après cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encadrer les mots-liens. Que, d'abord, et après, dont. Et ces mots-liens-là servent de point de départ des propositions. Donc ici, pour la segmentation, la première proposition, ainsi, Babacar a affirmé. Deuxième proposition, qu'il ne connaissait pas la personne. Et le reste dont je lui ai parlé, la troisième proposition. Maintenant, regardez la première proposition. Oui, Fatou, Babacar a affirmé. Très bien, donc c'est la première proposition. Cette proposition-là, est-ce qu'elle a un sens? Oui, très bien, donc elle a un sens. Babacar a affirmé. Ça dit que c'est une proposition qui peut aller seule. N'est-ce pas? Très bien. Maintenant, on va étudier la deuxième proposition. Qu'il ne connaissait pas la personne. Quel est le mot qui introduit cette proposition? Il y a que. Très bien, c'est que. Donc, on a que qui annonce la proposition, qui introduit la proposition si vous voulez. Maintenant, si on regarde que, le que vous connaissez, que vous avez fait lors des leçons précédentes, c'était quoi? C'était un, oui, pronom relatif. Mais pronom relatif qui remplaçait quoi? Oui, un antécédent. Et cet antécédent, c'est toujours quoi? Oui, très bien, un COD. Maintenant, on va faire l'expérience. Babacar a affirmé. Est-ce qu'il y a un COD ici? Non, non, très bien. Donc ici, est-ce qu'on peut parler de pronom relatif? Non. C'est quoi alors? C'est une conjonction de subordination. Très bien. Donc quand le que, le mot lien change de fonction, de nature, donc est-ce que c'est toujours pour une proposition subordonnée relative? Non, non, ça ne peut saurait être une proposition subordonnée. Donc, qu'est-ce qu'elle est donc? Donc, c'est une, oui, proposition subordonnée conjonctive. Très bien. Et aujourd'hui, la leçon va porter sur les propositions subordonnées conjonctives. Très bien. Donc ici, nous avons une proposition subordonnée conjonctive. Très bien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'antécédent. Donc c'est tout à fait la différence avec le que qu'on emploie donc dans une proposition subordonnée relative. Donc ici, immédiatement après le verbe, on a donc la conjonction de subordination que. Donc la proposition là, donc c'est une proposition subordonnée conjonctive. Elle est introduite par quoi? Elle est introduite par que. On est d'accord sur ça? Très bien. Et
ici, on va poser la question pour trouver la fonction. Allez, qui va poser la question? Oui. Babacar a affirmé quoi? Très bien. Quand on répond à la question quoi, après le verbe conjugué, ça renvoie à quoi? Très bien, ça renvoie à un COD. Donc c'est une proposition subordonnée conjonctive, mais aussi COD du verbe affirmer. Très bien. Donc introduite par que, ne l'oublions pas, n'est-ce pas? Très bien. Maintenant, on va aborder donc la troisième proposition qui reste pour mieux établir la comparaison. Ici, quel est le mot lien qui introduit donc la troisième proposition? C'est don. Très bien. Donc ici, don. Et don, c'est quoi? Qui va nous rappeler la leçon? Oui, c'est un pronom relatif. Très bien. On est d'accord? Hein? Donc, don qui se termine par T. Donc, il faut faire la différence. Ce sont des homophones, des homonymes ou si vous voulez. Hein? Donc, hein, qui est une conjonction de coordination. On ne parle pas de ce donc-là. On parle de don avec T. N'est-ce pas? Don avec T. Donc, don, je lui ai parlé. Et don, c'est quoi? C'est un pronom relatif. Et un pronom relatif introduit toujours quoi? Donc, une proposition subordonnée relative. Donc, ici, on a une proposition subordonnée relative. Et ça fonctionne toujours, ça ne change pas. Complément de l'antécédent. Et quel est l'antécédent ici? Oui, la personne. Maintenant, on va vérifier pour poser la question. Il ne connaissait pas qui? Oui, très bien. Donc, c'est un COD. On est d'accord? Donc, ici, donc, ça remplace quoi? Personne. On est d'accord sur ça? Très bien. Maintenant, on va essayer donc, de mettre ça au propre pour que ça soit plus explicite. Donc, on va ainsi décomposer. On a la première proposition, oui, qui nous rappelle ça. Babacar a affirmé proposition principale. Voilà. Et deuxième proposition qu'il ne connaissait pas. Donc, je vous rappelle que donc, la proposition principale n'a pas donc, de fonction. Dit tout simplement proposition principale. Qu'il ne connaissait pas. Proposition subordonnée conjonctive. Introduite par la conjonction de subordination que. Introduite par que. Et on a la fonction, on a posé quelques questions. Donc, Babacar a affirmé quoi? Qu'il ne connaissait pas. Et quand on pose la question quoi après le verbe conjugué, évidemment, c'est un COD. COD du verbe affirmer. Et enfin, la troisième proposition, dont, qui introduit une proposition, dont chaque fois que ça introduit une proposition, donc, dont je lui ai parlé. C'est une proposition subordonnée relative. Introduite par le pronom relatif dont. Et évidemment, toute proposition subordonnée relative, sa fonction ne change pas, c'est complément de l'antécédent. Et ici, l'antécédent, c'est personne. Excusez-moi, j'ai oublié complètement. Voilà, ça fait partie de la proposition. D'accord. Donc, complément de l'antécédent, personne.
sonne, si vous voulez. Ou le groupe nominal, la personne. Donc la phrase, donc, elle est on a fait l'analyse logique de la première phrase. Maintenant, on va étayer davantage pour passer à la deuxième phrase. Je pense que le repas est déjà prêt. Je pense bien. Hein? On avait ajouté bien. Et ça, c'est pour l'inspecteur d'Amsec. Hein? Le repas est déjà... Parce que le repas est déjà prêt. Voilà. Et on va suivre le même processus, ça ne change pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Donc, on souligne les verbes conjugués. Le premier verbe conjugué, oui, pense, très bien. Deuxième verbe conjugué, le verbe être, est. On a combien de verbes conjugués? On a 2 verbes conjugués. Donc, alors, on a combien de propositions? 2. Très bien, c'est évident. Maintenant, ici, quel est le mot lié? Il y a que. Très bien. Et on l'a dit tantôt, donc que introduit toujours la deuxième proposition, ou la troisième proposition, ou la quatrième proposition, n'est-ce pas? Hein? Donc ici, la première proposition, c'est quoi? Oui. Qui parlait? Seul, je pense bien. Et la deuxième proposition, que le repas est déjà prêt. On est d'accord? Très bien. Maintenant, regardez ici. Tout à l'heure, on a dit qu'on a défini donc la proposition subordonnée conjonctive comme dépendante donc de la proposition principale. Et que immédiatement après le verbe conjugué, donc on entre dans la deuxième proposition. Mais ici, si vous regardez entre la conjonction de subordination et donc le verbe, il y a bien. Donc l'adverbe de qualité. Bien. Donc ici, est-ce que l'adverbe là, c'est un... est-ce que c'est un COD? On va poser la question pour voir. Je pense, comment? Bien. Donc ça ne répond pas à la question qui ou quoi après le verbe. Donc ça ne saurait pas être donc, un antécédent. Donc qu'est-ce que c'est? Donc ici, donc la deuxième proposition introduite par que, donc que, c'est une conjonction de subordination, un nom ici un pronom relatif, et par conséquent, donc la deuxième proposition est une proposition subordonnée relative. Donc, et après on va donc détailler ça. Je pense bien. Proposition principale. Deuxième proposition, que le repas est déjà prêt. Allez, donc c'est une proposition subordonnée conjonctive. Introduite par que. Et on va poser la question, je pense bien quoi? Donc, c'est un COD. COD du verbe penser. Pense. Très bien. Donc ici aussi, les autres, donc la troisième phrase, Mamadou veut que vous alliez jouer d'or. Donc ça rentre dans le même cadre. Donc ainsi, donc nous avons déroulé, nous avons montré le processus donc d'analyse logique d'une phrase et principalement ici, donc la proposition subordonnée conjonctive introduite par que. Donc chers élèves, je crois que vous avez pris bonne note, n'est-ce pas? Et que ça vous servira donc de plat de résistance donc pour donc l'évaluation qui est là, n'est-ce pas? Donc avec deux phrases, donc deux phrases complexes, n'est-ce pas? Hein? Que vous allez essayer donc vous allez essayer de faire l'analyse logique, n'est-ce pas? Donc ici la consigne c'est faire l'analyse logique de chaque phrase. Tante Awa n'ignore pas que les jeunes filles d'aujourd'hui s'y connaissent peu en cuisine. Nos parents souhaitent que tous les enfants réussissent. Hein? Donc voilà donc le terme de la leçon. Donc chers téléspectateurs, chers apprenants, je vous remercie. Donc j'espère que donc la prestation donc a été donc à la hauteur de vos attentes. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur Guèye. Enfant, je pense qu'aujourd'hui, il est revenu très largement sur l'analyse logique. Donc, Monsieur Guèye, si je retiens bien, la première chose à faire pour l'élève, c'est de découper les phrases, de voir le nombre de propositions, de voir les mots liens et ensuite veiller aussi à ces verbes qui sont à l'infinitif dans la phrase. Tout à fait. Donc, merci Assoumbène, vous avez souligné donc, quelque chose de très important, c'est-à-dire que les verbes à l'infinitif. C'est-à-dire c'est ce qu'il ne faut pas confondre, parce qu'il y a des propositions infinitives aussi. Mais je crois que nous sommes au CM2, donc, et puisque l'enseignement du préscolaire à l'université, c'est un tout, mais au fur et à mesure que l'on avance, on élargit. Donc pour le CM2, on se limite à ça, sinon ça risque de compliquer davantage les choses. Voilà, c'est ça. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Guèye. Je pense aussi que les apprenants, bien les élèves ont pris le temps de bien prendre note, parce que bon, ils ont des exercices à faire, une application à faire à la maison, et je pense même qu'ils peuvent, s'ils veulent bien, ajouter la dernière phrase. Momodou veut que vous alliez jouer dehors. Ça va faire beaucoup plus d'exercices pour la journée d'aujourd'hui. Profitez-en au maximum. Confinement oblige, donc tout se fait à la maison. Très bon courage, chers petits, et restez avec nous. Ne partez pas, car les cours se poursuivent. Docteur Massamba dans la salle des profs, et nous allons dans l'antichambre de la salle des profs de la télévision Futurs Médias chercher Monsieur Waly Sarr. Monsieur Sarr, merci d'être avec nous. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la télévision Futurs Médias. Merci de nous accompagner. Soyez les bienvenus. C'est la première fois dans la salle des profs de la télévision Futurs Médias, j'imagine. Oui, tout à fait. Oui. À vous l'honneur alors. Merci Assou, merci au docteur Massamba aussi. Et comme vous l'avez dit, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui pour partager avec vous quand même cette émission par rapport quand même à ces cours à domicile ou bien ces cours en ligne. Et avant tout d'abord, respecter toujours les gestes barrières, le réflexe barrière, en vous lavant fréquemment les mains, avec de l'eau et du savon souvent, et bien sûr limiter le maximum de déplacement. Voilà donc, comme vous l'avez si bien dit, avant de commencer, comme je l'ai dit, après avoir passé par ces gestes barrières, bien sûr, il faut toujours avoir l'habitude de porter vos masques en sortant. Ou bien, et bien quand le vous porter. êtes et bien le porter d'ailleurs, bien sûr. Merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, nous allons d'abord, bien sûr, passer à la présentation de ce que nous allons vous proposer aujourd'hui concernant le programme de terminale, et surtout en géographie. Donc, quand on parle du programme de géographie en terminale, il faudra quand même penser à cette étude géographique économique à l'échelle mondiale, parce que c'est un programme qui est assez vaste et qui est organisé autour de 5 grandes parties. Et dans ces 5 grandes parties, vous avez 18 leçons. Et là, on est à la deuxième partie du programme où nous allons aborder, bien sûr, la leçon numéro 8 qui porte sur l'étude monographique, bien sûr, de l'Allemagne. Pourquoi cette Allemagne? Parce que tout simplement, c'est une leçon qui est véritablement au cœur du programme, dans la mesure où elle est alternée avec la France chaque année, et raison pour laquelle cette année-ci, il s'agira bien sûr de passer en revue cette économie allemande, comme c'est une étude monographique, une étude économique, pour pouvoir en quelque sorte montrer aux élèves, montrer en tout cas de façon générale aux candidats les facteurs qui font la puissance économique allemande, mais aussi essayer de voir dans une deuxième partie ce qui concerne les défis que l'Allemagne doit relever pour faire face quand même à ces différentes situations qui aujourd'hui. Voilà en ce qui concerne la leçon du jour, qui est la leçon 8 du programme, au niveau donc de la deuxième partie, à savoir l'étude économique de l'Allemagne. Étude monographique, et au terme de cette leçon, nous devons avoir quand même, vous devez être en mesure d'analyser les facteurs qui font la puissance économique allemande, et en deuxième phase, essayer de comprendre aussi les défis auxquels cette puissance économique, bien sûr, est confrontée. C'est une leçon qu'on peut aborder, bien sûr, en deux grandes parties, 2 grands chapitres. À partir, bien sûr, après l'introduction, nous aurons quand même à analyser le fait que l'Allemagne est une puissance, bien sûr, économique, et cela à travers
l'analyse de ces différents secteurs socio-économiques, surtout les activités économiques, telles que l'agriculture, l'industrie, mais aussi le secteur des services. Et en deuxième partie, c'est là où nous aurons à parler bien sûr des défis auxquels l'Allemagne doit faire face, surtout en rapport avec un certain nombre d'éléments ou bien un certain nombre d'aspects relatifs à la démographie, relatifs aussi à l'aménagement de son territoire, mais aussi relatifs bien sûr à son rayonnement au niveau régional, mais aussi au niveau international. Ce qui nous permettra en quelque sorte de passer d'abord par une présentation globale de l'Allemagne à travers en quelque sorte une étude ou bien une analyse cartographique. Et là, comme vous le voyez bien, l'Allemagne est un territoire, est un État en quelque sorte, qui est situé au cœur de l'Europe, dans la région ouest du continent européen et plus particulièrement entouré par un certain nombre de pays voisins tels que les Pays-Bas, tels que la France, ici tout à fait au sud-est, le Luxembourg, etc., etc. Donc c'est un pays qui est entouré par 9 autres États, j'allais dire, un pays qui est véritablement une région carrefour, un point de contact avec les autres parties, que ce soit de l'Europe de l'Ouest, mais aussi que ce soit de l'Europe de l'Est. Et en parlant de cette Allemagne aussi, il faut retenir que c'est une puissance économique, comme nous l'avons dit. Et cette puissance économique peut être appréhendée à travers, bien sûr, un certain nombre d'éléments tels que non seulement sa puissance démographique, mais aussi par rapport à son poids économique avec quand même 4029 milliards de dollars par rapport à pour son PIB. Et c'est un État aussi qui est fédéral. Un État fédéral constitué d'un certain nombre de Länder, c'est-à-dire d'un certain nombre de régions ou bien de provinces, comme vous voulez, mais qui est parvenu aujourd'hui à entrer dans bien sûr, à l'échelle internationale, dans ce cercle restreint des leaders ou bien des puissances internationales, leaders tels que les États-Unis, la Chine ou bien le Japon, mais au niveau local, l'Allemagne est aujourd'hui en train d'incarner le leadership au niveau donc de l'Union européenne en se présentant comme étant la première puissance régionale de l'Union européenne avec 28% même de son PIB global. C'est un territoire aussi et c'est un État aussi qui dispose d'un modèle de développement économique qui est véritablement très très puissant et qui a su s'adapter à ces contingences du moment, autrement dit donc à cette nouvelle reconfiguration économique à l'échelle mondiale dans un système de mondialisation où on assiste quand même à une situation favorisant le dialogue, situation favorisant le consensus, autrement dit, donc la concertation entre le patronat et les entreprises, d'où la compétitivité d'ailleurs même de ces entreprises, parce qu'il est très rare d'assister en Allemagne à des cas de grève ou bien à des cas de perturbation dans l'activité de production au sein de ces entreprises. Bien vrai qu'ici, nous avons parlé de la monnaie de la Deutschmark, qui n'est pas la monnaie actuelle. Aujourd'hui, l'Allemagne est dans ce qu'on appelle la zone euro, mais de par le passé, cette monnaie quand même a servi bien sûr de monnaie de réserve par rapport à ces banques centrales au niveau européen. Ce n'est pas pour rien que la Banque centrale européenne est au niveau de Francfort comme étant une place financière, boursière, bien sûr, de l'Union européenne. Dans un contexte aussi de crise économique, de lendemain de crise économique, si je peux m'exprimer ainsi, l'Allemagne fait partie des rares pays qui a su maintenir quand même une croissance économique assez soutenue, même si aujourd'hui, en 2020, on est en train d'assister quand même à une certaine régression, même si toujours cette croissance économique reste toujours élevée et parmi les meilleures au niveau donc de la zone européenne. Donc, dans toutes les activités, autrement dans tous les secteurs d'activité économique, on note quand même une performance et aussi un dynamisme sans précédent véritablement. Et cela en rapport déjà, ou bien si vous comparez ce qu'on vous a dit en histoire, n'oubliez pas que l'Allemagne a été au cœur, bien sûr, de la Seconde Guerre mondiale, au cœur de la guerre froide. Et depuis la conférence de Yalta et de Potsdam, elle a été occupée par les superpuissances, à savoir les États-Unis, de façon générale les Occidentaux, et de l'autre côté, l'Union soviétique. Mais cela n'a pas empêché à la puissance allemande, à l'État allemand, au lendemain de la réunification, bien sûr, qui avait suivi la chute du mur de Berlin en 1949, de s'unir et de se redresser pour se hisser au rang de première puissance économique au sein de l'Union européenne et de quatrième puissance économique à l'échelle mondiale, ce que certains analystes politiques quand même caractérisent ou bien qualifient de deuxième miracle économique. Pourquoi je dis deuxième miracle économique? Parce que déjà il y a eu à connaître un premier miracle économique au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale avec ce qu'on appelle les 30 glorieux jusqu'aux années 70. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la situation de l'Allemagne. C'est un territoire, bien sûr, qui a une position géostratégique très très importante, entouré par 9 États qui
lui permettent quand même, ou bien qui lui facilitent les rapports, les relations commerciales, mais aussi elle a su maintenir de bons rapports avec ses voisins, d'où en tout cas cette facilité de pouvoir échanger avec l'extérieur, et cela lui confère aujourd'hui le rang aussi de première puissance commerciale de la région et troisième puissance commerciale derrière les États-Unis et la Chine. En dehors de cela, il faut savoir aussi que l'Allemagne est un territoire, est un État avec quand même une forte démographie. Mais cette forte démographie peut être considérée comme étant un atout. Pourquoi je le dis? Parce que c'est une démographie à 81 millions de personnes, qui est la première au niveau donc de l'Union européenne, mais aussi cette démographie est considérée comme étant un grand marché de consommateurs. De un. De deux, cette forte démographie aussi est considérée comme étant une forte main-d'œuvre, mais aussi, j'allais dire, un capital humain qui a ses qualités, véritablement, qui permettent à ces entreprises, qui permettent bien sûr à ces différents services de pouvoir s'hisser au rang de première puissance à l'échelle internationale. Donc, l'Allemagne, de par son économie, son modèle économique basé sur le capitalisme assez libéral, est aussi organisé, ou bien gagne en quelque sorte de la fiabilité de ses marques, et que le Made in Germany a permis à cette puissance, à cette économie, de pouvoir en quelque sorte exporter une bonne partie de sa production, que ce soit industrielle, agricole et bien sûr des services. Donc ce qui fait que c'est une industrialisation qui est assez gigantesque, première puissance industrielle, donc avec un certain nombre d'entreprises, que ce soit dans le secteur de l'automobile, avec Volkswagen, que ce soit dans d'autres domaines aussi pharmaceutiques, dans le domaine de la chimie. L'Allemagne est toujours premier, pour ne pas dire quand même, au niveau de l'Union européenne, mais aussi à l'échelle internationale. Donc, vous dire que ce modèle de développement économique, à savoir le modèle économique allemand, repose sur un certain nombre de faits, un certain nombre de facteurs qui ont pu booster son économie qui était en déclin au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, au lendemain de la chute du mur de Berlin, mais qui a quand même réussi aujourd'hui à se hisser au toit de l'Europe, mais aussi au toit du monde. Donc cela fait que pour pouvoir maintenir cette place de premier choix, pour pouvoir assurer cette place de leader à l'échelle internationale, l'Allemagne doit faire face aussi à un certain nombre de difficultés ou bien à un certain nombre de limites. Il y a des défis à relever. Parmi ces défis, il faut retenir que par rapport à sa situation géographique, située dans une région plus ou moins accidentée, la nature peut ne pas être parfois favorable à un certain nombre d'activités. Parfois, il y a aussi le climat qui est souvent caractérisé par des brutalités, que ce soit par rapport à l'arrivée des masses d'air froides durant l'hiver boréal ou bien par rapport même à des canicules qu'on peut noter dans le cadre bien sûr de cette région tempérée naturellement caractérisée par un froid durant une période assez longue. Donc cela peut avoir des répercussions bien sûr sur la productivité ou bien sur les activités. L'Allemagne aussi fait face aujourd'hui à un problème majeur, à savoir le vieillissement de sa population. Il fait partie donc de l'un des pays les plus vieux en termes de population qui présente les plus forts taux de proportionnalité, bien sûr, de population âgée de plus de 65 ans. Et cela, on peut l'expliquer à travers, bien sûr, la part des plus de 65 ans qui est estimée à 21% de la population et un taux de natalité ou bien un indice de fécondité qui est très très faible. Là aussi, l'autre problème, c'est par rapport aux inégalités socio-spatiales, mais surtout les inégalités régionales. Quand je parle d'inégalités régionales, il faut savoir que tout à l'heure, en vous parlant des 11 länders qui constituent bien sûr le territoire ou bien la fédération allemande, il faudra retenir que ici vous avez un ensemble ou bien 3 grandes régions économiques qui n'ont pas le même niveau de développement, qui n'ont pas en tout cas les mêmes avantages. Et cela, si vous regardez au niveau de la carte, la partie est considérée comme étant, entre guillemets, l'ex-partie de la RDA sous le contrôle du communisme de l'Union soviétique. Donc cette région-là est en retard économique par rapport à ces deux autres parties correspondant bien sûr à la région de la Bavière ou bien à la région de la Rhénanie, tout à fait au nord-ouest, où il y avait quand même la présence des Occidentaux dans le cadre bien sûr de l'occupation allemande au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc, ces disparités régionales
font que le gouvernement aujourd'hui est en train de mener des politiques allant dans le sens de reconstruction ou bien de reconfiguration et de recomposition, j'allais dire, de la région Est à travers une nouvelle vision de l'aménagement du territoire. Autre élément, l'Allemagne ne dispose pas d'un certain nombre d'attributs. Si vous regardez, peut-être ça peut être paradoxal. Comment l'Allemagne peut-elle être puissance ou bien leader de l'Union européenne, mais pourtant l'Allemagne n'a pas le droit de veto. Pourtant l'Allemagne n'a pas l'arme atomique. Et tout cela peut-être est lié à son passé, qui fait que, de par le passé, l'Allemagne a été, en tout cas, comme je l'ai dit tantôt, a été vaincue au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Lors de la création de l'ONU en 1945 à la conférence de San Francisco, mais en ce moment, l'Allemagne était toujours sous occupation américaine et soviétique. Du coup, les 5 pays détenteurs du droit de veto, quand même à savoir les 5 pays de la Grande Alliance qui a eu à remporter la victoire sur l'Allemagne et ses alliés, ces pays ont eu à conserver ce droit de veto jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a pas bougé. Une économie importante basée bien sûr sur la capacité d'exportation du pays. Ce qui fait que même si l'Allemagne enregistre des exportations, un excédent commercial, même si l'Allemagne présente un excédent budgétaire, le couple excédent budgétaire et excédent commercial, mais l'Allemagne aussi est très dépendante de l'extérieur. Parce que du fait que son économie est soutenue par sa capacité d'exportation, cela fait qu'à chaque fois qu'il y ait une crise ou bien à chaque fois qu'il y ait une manifestation sur les économies de ses grands partenaires, à savoir les États-Unis ou bien la Chine ou bien les pays de l'Union européenne, avec lesquels quand même d'ailleurs elle entretient plus de 40 à 60% bien sûr de ses exportations, cela va se ressentir automatiquement donc sur l'économie allemande. Donc c'est une puissance économique, mais son économie, du fait de sa dépendance commerciale, du fait aussi de l'importance de ses exportations, est confrontée parfois, ou bien est très sensible, et très, en quelque sorte, fragile aux chocs exogènes, aux crises, bien sûr, et surtout en rapport avec ce qu'on appelle la guerre commerciale, avec ce qui se passe aujourd'hui entre les États-Unis et la Chine. N'oubliez pas que depuis quelques 3 ans, le président américain Donald Trump a eu à décider de rehausser les droits de douane d'un certain nombre de produits chinois, mais aussi d'un certain nombre de produits de l'Europe, tels que l'acier et l'uranium. Et que l'Allemagne, de façon générale, même si elle n'est pas excessivement riche en ressources naturelles, elle dispose quand même d'un certain nombre de ressources, telles que l'uranium et l'acier, qui avaient fait d'ailleurs que dans le cadre de la création de l'Union européenne en 1951, à travers bien sûr le traité de Paris, elle a eu quand même à fédérer avec la France pour mettre en place ce qu'on appelle la CECA, afin de mettre en commun leur politique de gestion des ressources naturelles, surtout l'acier, avec la communauté européenne du charbon et de l'acier. Cela maintenant fait qu'aujourd'hui, ce pays, du fait de cette guerre commerciale avec les États-Unis, va ressentir ses conséquences. Parce que dès l'instant que les Américains limitent la production ou bien l'importation des produits de la Chine, mais la Chine va ressentir bien sûr cette limite assez contraignante, et du coup la Chine aussi va essayer de diminuer sa part d'importation en provenance de l'Allemagne. Dès lors que les Américains aussi menacent même d'augmenter les droits de douane sur les produits d'automobile, j'allais dire, de l'Union européenne, cela aussi va entraîner en quelque sorte tout cela. Donc en conclusion, tout ce que nous pouvons retenir par rapport à cela, c'est de dire que la puissance économique allemande est un exemple, c'est un modèle de développement. Et ce modèle de développement repose sur un certain nombre de facteurs, tels que sa capacité d'exportation, tels que la puissance de ses industries, mais aussi la performance de ses secteurs, que ce soit les secteurs des services et même l'agriculture, même si cette dernière reste un peu marginale, mais quand même assure une bonne partie du PIB, même si quand même c'est la plus petite part si on le compare bien sûr au secteur des services. Donc toutefois, il faut retenir que l'Allemagne doit pouvoir quand même faire des efforts pour pouvoir se maintenir au sommet à travers quand même un certain nombre d'angoisses identitaires, à travers aussi un certain nombre de faits ou bien de situations, c'est-à-dire la dépendance de son marché extérieur, même si quand même elle dispose d'une puissance démographique consommatrice qui peut servir quand même de marché intérieur face à ces questions-là. Donc l'Allemagne aussi est une
un pays aussi qui dépend de l'extérieur en termes de consommation énergétique. C'est ce qui lui a poussé d'ailleurs même à mettre en place une politique allant dans le sens de développer les énergies renouvelables, que ce soit l'énergie éolienne ou bien l'énergie donc hydroélectrique dans le cadre de ces grands fleuves tels que le Danube, l'Elbe, mais aussi le Rhin. Donc en grosso modo, voilà ce que vous devez retenir par rapport à cette étude monographique, comme ça se fait quand même par rapport aux autres leçons du programme, mais qui sont souvent des études monographiques. D'abord, parler des avantages de cet État, de ce modèle de développement économique, et voir les défis. Et pour chaque élément, pour pouvoir être à l'aise par rapport aux examens ou bien aux consignes relatives à l'examen du baccalauréat, selon les normes de l'UEMOA, il faudra pouvoir, pour chaque avantage ou défi, pouvoir distinguer les avantages économiques, les avantages démographiques, les avantages naturels, les défis économiques, les défis démographiques, et pour chacun de ces éléments, essayer de trouver des éléments explicatifs. Donc merci, je crois que voilà ce que vous devez faire par rapport à une telle leçon du programme. Merci beaucoup, Monsieur Sarr. Merci pour ce beau voyage au cœur de l'Allemagne. Je vous entends parler, mais dans ma tête défilent les images de cette dame de fer. Et dans la perception populaire, l'Allemagne incarne la rigueur. Naturellement. C'est ce que j'ai voulu dire quand tout à l'heure je parlais d'une forte démographie au capital humain assez bien formé, aux qualités inestimables. Les Allemands de nature, vous les voyez, ce sont de grandes batailles. Ce sont des gens qui aiment la rigueur dans tout ce qu'ils font. Et cela, et aujourd'hui, explique, je veux dire, la compétitivité de leurs produits à l'extérieur qui sont de très grande qualité. Parce que quand même, ils n'hésitent pas de financer ou bien de mettre une bonne partie de leur budget sur la recherche et développement, les études scientifiques permettant aux entreprises de pouvoir innover et de pouvoir s'adapter à cette nouvelle donne de l'économie mondiale dans le cadre de la concurrence internationale. Mille merci. Cela me donne envie de revoir mes cours d'histoire et de géographie en classe. Merci beaucoup. Merci. C'est une très belle leçon, Dr Massamba. Mille merci, Monsieur Sarr, professeur d'histoire et de géographie. Avec lui, nous avons revisité, Dr Massamba, la géographie de l'Allemagne, mais aussi l'histoire, les fondements de ce peuple tant aimé, tant reconnu par sa rigueur. Mais oui, ce que je salue là, le Goethe Institut, qui est un partenaire privilégié dans le domaine de la coopération culturelle avec le Sénégal et qui est en train de faire un excellent travail dans ce pays. Je salue tout le personnel du Goethe Institut. Cette rigueur-là, on la vérifie au quotidien dans les collaborations que nous avons avec eux. C'est une rigueur et un pragmatisme qui permet d'aller à l'essentiel. Et je pense que lui, il a parlé d'un pays en montrant les atouts de ce pays. Mais ce que je retiens en tant qu'enseignant, c'est la qualité de sa démarche. Ce que je retiens, c'est qu'à partir de son cours, aujourd'hui, moi, en situation d'élève, je suis capable de préparer mes fiches pour l'ensemble des 18 leçons. Et c'est ce qu'on attend d'un enseignant. C'est quand il finit son cours que l'élève soit autonome. Il a créé un modèle de fiches que chaque élève peut prendre. Aujourd'hui, moi, je conseille à tous les élèves qui nous regardent de prendre ce modèle-là. Il vous a donné un modèle de fiche que vous pouvez appliquer même pour vos leçons de grammaire, pour vos leçons de mathématiques, pour vos leçons d'histoire, de géographie, etc. Donc, merci beaucoup. Et Senghor n'était pas une exception. On a la preuve aujourd'hui. Je pensais que Lamine Sarr était le seul professeur d'histoire et de géographie qui était bien dans ce pays. Mais aujourd'hui, il est au 2e rang. Moi, je vote Sarr Wali. Merci beaucoup, M. Sarr. En tout cas, retenez que ce fut un plaisir. Je le dis encore une fois. Merci beaucoup pour ce beau voyage. Nous avons été en Allemagne sans acheter un billet. Malgré le confinement, on a fait un voyage magnifique, merveilleux. En tout cas, mille merci à vous. Maintenant, Dr Massamba, nous allons passer aux mathématiques avec M. Mamadou Ly. Monsieur Ly, soyez le bienvenu sur le plateau de la télévision Futur Média. Merci d'être là avec vous. Comme M. Sarr, vous aussi, c'est une première dans la salle des profs de la télévision Futur Média. Voilà, la famille de la salle des profs qui s'agrandit au jour le jour. Finalement, bon, tout le monde est dans la salle des profs. Merci d'être là, M. Ly. Mille merci. Merci Assou, merci doyen et chers collègues. Donc, c'est un plaisir de venir en ce plateau pour essayer au moins un peu d'exposer sur une partie du programme de la terminale S1. Donc bon, avant de commencer, bon, on va essayer de
faire comme tout le monde, ce qui est recommandé. Donc c'est de... Finalement, le geste rentre dans nos habitudes. Voilà, donc il faut que tout le monde essaye de respecter les consignes. Si on voudrait vraiment que cette maladie-là recule et disparaisse pour que le 4, que nous tous nous puissions reprendre les cours. Donc on essaye. C'est finalement comme manger et dormir. Donc c'est un peu stressant. Même nous, en tant qu'enseignants, on est stressés. Parce qu'on ne sait pas ce qui va advenir d'ici le 4. Donc on a la pression de nos élèves, de nos enfants, ainsi. Bon. Donc c'est un peu triste, mais on souhaite que cela se termine bientôt pour que le cours normal des choses reprenne dans tout ce pays et dans le continent en entier. Voilà. Inch'Allah, tout va rentrer dans l'ordre et dans les mains. Mais il faut que aussi les gens respectent les consignes qui ont été données. Que les gens essayent de les respecter. Mais on verra que ça va reculer. Mais si les gens s'entêtent à ce rythme-là, on risque d'être dans des difficultés. Voilà, donc on espère que les Sénégalais ont compris. Et je vois que les gens sont en train de changer, même si c'est petit à petit, mais les gens commencent à s'adapter. C'est d'abord une responsabilité individuelle, avant d'être une responsabilité collective. Merci beaucoup, M. Ly. Voilà. Donc, bon, je suis venu, donc c'est pour exposer, en fait, un cours de terminale, surtout en terminale S1, qui est une classe spéciale dans nos écoles. On n'a pas des classes qui n'existent souvent pas dans certains établissements. Donc c'est des effectifs réduits. Donc c'est de bons élèves que l'on sélectionne. Donc maintenant, c'est un cours sur la géométrie dans l'espace. Voilà, donc ça c'est en fait bon. La géométrie de l'espace, en fait, elle est vaste. Moi j'ai sélectionné la géométrie dans l'espace analytique en fait. Donc il y a le produit vectoriel et le produit mixte. Donc ça, c'est l'orientation des repères. Bon, d'habitude, les élèves, c'est un chapitre qui se trouve dans le programme, de la seconde à la terminale. Mais le plus souvent, les gens n'ont pas, le temps ne nous permet pas de faire cette leçon dans les petites classes. Donc, sauf peut-être en première S1, ça se fait. Mais en première S2, en seconde S, ça ne se fait pas plus souvent. Donc, et aussi, dans l'espace, on est en dimension, ce qu'on appelle 3D, ce que vous appelez, c'est-à-dire en dimension 3. Donc là, les élèves ont l'habitude de travailler en dimension 2, c'est-à-dire on repère dans le plan, qu'on trace au tableau. Mais là, maintenant, c'est une représentation, c'est un élément de volume qu'on essaie de représenter dans le plan. Donc, on va utiliser ce que l'on appelle la perspective cavalière, qui nous permet en fait des fois je vais essayer de faire, donc par exemple, on va dessiner un cube, une boîte. Donc on va dessiner cette boîte-là. Donc ça c'est un cube. Donc on va le dessiner. Voilà. Voilà, vous avez vu? Ça c'est un cube. Mais ça, quand vous regardez, en fait, en réalité, c'est pas ça. C'est pas ce que nous avons. Ça, c'est la représentation d'un cube de dimension 3 sur un plan de dimension 2. Donc, en temps normal, quand vous placez la boîte, vous avez l'angle là. Par exemple, je vais mettre les points. Ça, c'est A, B, C, D, E, F, G, H. Voilà. Donc, vous avez... Ça, c'est un carré. Ça, c'est un carré. Mais ce que vous voyez sur le top, ce n'est pas un carré. Donc, en fait, ça fausse même la forme de la figure. Donc, c'est ça. Donc, des fois, c'est le problème que les élèves ont. Donc, vous dites un élève, ça, c'est un cube. Vous lui dites que l'angle là est un angle droit. Il a un problème. Parce que lui, il ne voit pas un angle droit. Donc, il doit avoir cette représentation de l'espace dans l'esprit. Donc, c'est ça, en fait, que nous devons enseigner. Mais en TS1, le plus souvent, ça ne se pose pas parce que les élèves l'ont déjà fait en première S1. Donc, et puis, plus souvent, c'est de bons élèves. Donc, c'était tout un point illustration que... Maintenant, si on revient, donc nous avons le produit vectoriel, le produit mixte. Donc, il y a une autre partie sur les transformations de l'espace. Donc, voilà, pour que ça soit visible. Donc, description, orientation. Donc, dans l'espace, on repère O, I, J, K. Donc, O, bon, ça, c'est des demi-droites, O, X, O, Y, O, Z. Des demi-droites d'origine O et de vecteur directeur. Donc, un vecteur directeur, c'est un vecteur qui dirige une droite. Donc, un vecteur directeur. Donc, c'est pourquoi il y a une droite admet plusieurs. C'est pourquoi on parle d'un vecteur directeur. On ne dit pas le vecteur directeur, mais on parle de vecteur direct, vecteur directeur. Voilà. Donc, ici,
de vecteurs directeurs I, J et K. Donc les points I sont définis par le vecteur OI est égal au vecteur I, le vecteur OJ est égal au vecteur J et le vecteur, donc vous aurez le repère est là. Ok, donc ça c'est le repère OIJK. Maintenant l'orientation du repère, vous avez vu, ça c'est, je sais pas, c'est le tire-bouchon. Ça nous permet en fait, pour orienter l'espace, donc qu'est-ce qu'on nous dit ici? On dit en mathématiques, on a privilégié un sens direct, celui correspondant au visage du tire-bouchon. Parce que quand vous avez le tire-bouchon, pour l'ouvrir, donc vous avez vu, donc celui correspondant au visage du tire-bouchon, ça nous permet maintenant d'orienter. Sinon, il y aura un problème d'orientation. Donc il y a le vecteur I, le vecteur J et le vecteur K. Donc on est en dimension 3. Maintenant, il y a d'autres méthodes, on trouve la même orientation avec la règle des 3 doigts. Ils ont vu ça en physique avec M. Mbaye, ils ont donc la règle des 3 doigts. Donc vous avez I, J et K. Ça nous permet. Il y a aussi la règle avec la main droite, bien sûr. Il y a aussi d'autres règles qu'ils voient en physique, en électromagnétisme, la règle du bonhomme d'Ampère. Okay? Donc ça vous permet en fait de déterminer le sens du repère. Voilà. Maintenant, l'espace est dit orienté car il est muni d'un repère direct. Mais si c'était dans le plan, le sens d'orientation, c'est le sens contraire des aiguilles d'une montre, dans le sens direct. Le sens indirect, qu'on appelle sens négatif, donc ça c'est le sens des aiguilles d'une montre. Donc quand vous circulez dans le sens contraire, vous êtes dans le sens direct. Quand vous circulez maintenant dans le sens des aiguilles d'une montre, vous êtes dans le sens indirect qu'on appelle sens négatif. Ok. Donc OIJK, un repère de l'espace. Pour tout point, ça c'est le point oméga de l'espace, le repère oméga IJK est direct. Même si vous changez l'origine du repère, vous mettez un autre point, le repère devient toujours un repère direct. Donc on peut changer de repère. On peut avoir O comme point d'origine, mais on peut aussi avoir un autre point comme. Mais si l'ordre des vecteurs ne change pas, vous êtes toujours dans un repère direct. Maintenant, si IJ et K est une barre directe, alors moins I. Parce que moins I, quand vous tracez le repère, voilà. Ok. Ça c'est le vecteur I, ça c'est le vecteur J, ça c'est le vecteur K. Voilà. Donc le vecteur moins I, c'est le vecteur qui est opposé à I. Donc il est de l'autre côté. On ne le voit pas. Tout ce qui ne se voit pas se met en pointillé. Donc si vous avez une figure dans l'espace, si on met des pointillés, ça veut dire que ce n'est pas visible à l'œil nu. Donc ça se trouve de l'autre côté. Donc moins I est là. Donc le plan, l'orientation c'est comme ça. Mais quand vous partez de moins I, ça veut dire qu'on circule de ce sens. Ça veut dire que c'est le sens indirect. OK? De la même chose aussi, si on utilise moins J ici, même chose aussi, le repère, on est dans le sens indirect. Donc il suffit qu'il y ait un vecteur opposé dans le repère O, I, J, K. Ça, c'est un repère direct. Mais quand vous avez ici moins I, ça devient un repère indirect. Quand vous avez ici le moins est là, vous avez un repère indirect. Quand le moins est là aussi, vous avez un autre repère. C'est le même repère, mais vous avez un repère indirect. Donc ça, on est dans le sens indirect. Maintenant, ça c'était le repère, parce que comme on est dans la géométrie analytique, donc forcément on a besoin d'un repère. C'était donc l'explication d'un repère. En effet, une permutation circulaire des 3 vecteurs ne change pas l'orientation. Une permutation circulaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on tourne. Donc si vous tournez, ça veut dire que le repère reste intact. Vous êtes toujours dans l'échange des 3 vecteurs change l'orientation. Maintenant, si vous permutez les vecteurs, s'ils changent de place, donc faites attention, permuter et changer, ce n'est pas la même chose, hein, en mathématiques. Quand on vous demande permuter, ça veut dire que vous prenez ma place, je prends. Mais quand on vous demande de changer, vous pouvez prendre l'autre place, donc vous changez de place. Donc en permutation, en fait, on arrange le même nombre d'éléments. Quand on permute, ça veut dire qu'on arrange le même nombre d'éléments. Mais quand on vous demande de changer de place, en classe, le prof vous dit A et B, changez de place. Ça veut dire que vous pouvez vous lever et vous asseoir quelque part, sauf là où vous étiez. Mais si le prof vous demande permuter, ça veut dire que chacun doit prendre la place de l'autre. Échanger, en fait. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle en permutation. Celui qui était là, qui faisait dénombrement, je crois qu'il a dit vous expliquer ça hier. Exactement. Voilà. Donc maintenant, produit vectoriel, parce qu'eux, ils n'ont pas encore vu ça dans les petits classes. Ils n'ont vu que le produit scalaire entre 2 vecteurs. Maintenant, le produit vectoriel entre 2 vecteurs, c'est 2 vecteurs. Donc la définition, donc si vous avez 3 points non alignés, le produit vectoriel de AB vecteur et AC vecteur noté, donc ça, c'est un V qui est renversé. Donc ça, c'est la notation du produit vectoriel. Donc on dit AB
le vecteur AB, vectoriel le vecteur AC. Donc ça, c'est un vecteur et on l'a appelé AD, défini par les conditions suivantes. Donc voici les 3 conditions. La droite AD, la figure est là, la droite AD est perpendiculaire au plan. Donc la droite AD doit être perpendiculaire au plan. Donc mais là est un plan. Donc la droite AD doit être perpendiculaire. Ensuite, on vous dit le vecteur ABA, donc le vecteur d'origine A, dirigé par les vecteurs AB, vecteur AC et vecteur AD, est un repère direct. Et vous voyez ça, c'est orienté dans le sens direct. Ensuite, AD, la distance AD, c'est la distance, parce que ça c'est le vecteur. Si on enlève, ça devient une distance. Si on met des parenthèses, ça devient une droite. Ok, ça c'est un plan. Si on met des virgules, ça veut dire que c'est des points. Voilà. Donc ici, AB est égal à norme égale à la distance AB fois la sinus de l'angle formé par... Bon, sinus, les élèves de 3e l'ont vu, sinus c'est le côté opposé sur l'hypoténuse quand vous calculez. Donc ici, vous avez AD égale à AB, maintenant sinus de l'angle formé par les vecteurs. Donc voici l'angle formé par les vecteurs AB et AC. Ok. Maintenant, remarque. Donc, la distance AD est égale à R du parallélogramme. Maintenant, regardez ici. Cette figure-là n'est rien d'autre que ça. Donc, c'est ça qu'on a extrait ici. On l'a ici. Voilà. Maintenant, l'aire du parallélogramme, d'habitude, dans les petites classes, M. Gay, donc l'aire du parallélogramme, c'est la hauteur relative à un côté multiplié par le côté lui-même. Donc, ici, si on veut calculer l'aire de ce parallélogramme-là, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est, si on prend ce côté AB, donc c'est AB multiplié par, c'est H qui est la hauteur. Donc maintenant, si on calcule le produit scalaire, regardez ici le produit, on a dit AD, à partir de la définition, AD c'est AB vectoriel AC. Or AB vectoriel AC, qu'est-ce qu'on avait dit? AB vectoriel AC, c'est AB AC sinus de BAC. Donc le calcul continue, sinus θ, c'est-à-dire l'angle θ. Or sinus, qu'est-ce qu'on a dit par définition? Le sinus c'est le côté opposé sur l'hypo. Le côté opposé à cet angle-là, c'est le côté qui fait face. Donc c'est le côté-là sur l'hypoténuse. Donc c'est H sur AC qui est l'hypoténuse. Donc on a simplifié AC, ça nous donne ceci. Mais ceci n'est rien d'autre que l'aire de ce parallélogramme. Donc autrement dit, la distance AD est égale à l'aire du parallélogramme A, B, A', C. Okay? Maintenant, si 3 points sont, tout ça c'est les remarques, si 3 points sont alignés, évidemment, AB vectoriel AC, ça donne 0. Pourquoi? Parce que si les points sont alignés, ça veut dire qu'ils forment un angle nul ou bien un angle plat. Or, le sinus d'un angle nul, le sinus de 0 c'est 0, le sinus de pi c'est 0, ce qui nous donne 0. Maintenant, si les points sont non alignés, si ABC, lorsque AB est égal à, donc ici, on a AB vectoriel AC aussi, ça va donner 0. Maintenant, produit vectoriel de 2 vecteurs. Donc, ça c'est des cas particuliers, c'est des remarques. Maintenant, ça c'est le cas général. Si U et V sont 2 vecteurs de l'espace, parce que ici, les vecteurs qu'on a vus, ils avaient tous un même point d'origine, c'est-à-dire le point A, AB et AC. Maintenant là, on a U et V, 2 vecteurs de l'espace. Donc, et A un point quelconque. On construit AB égale à U et AC est égal à U. Le produit vectoriel de U et V est noté U vectoriel V, c'est égal à AB vectoriel AC. Donc, en remarque maintenant, si U et V ne sont pas collinaires, U vectoriel, donc U, V et U vectoriel V est une base directe. Ça, c'est AD, ça c'est AB, c'est AC, c'est AD. Le calcul continue, sinus θ, c'est-à-dire l'angle θ. Or, sinus, qu'est-ce qu'on a dit par définition? Le sinus, c'est le côté opposé sur l'hypo. Le côté opposé à cet angle-là, c'est le côté qui fait face. Donc, c'est le côté-là sur l'hypoténuse. Donc, c'est H sur AC qui est l'hypoténuse. Donc, on a simplifié AC, ça nous donne ceci. Mais ceci n'est rien d'autre que l'aire de ce parallélogramme. Donc, autrement dit, la distance AD est égale à l'aire du parallélogramme A, B, A', C. Okay? Maintenant, si 3 points sont, tout ça c'est les remarques, si 3 points sont alignés, évidemment, AB vectoriel AC, ça donne 0. Pourquoi? Parce que si les points sont alignés, ça veut dire qu'ils forment un angle nul ou bien un angle plat. Or, le sinus d'un angle nul, le sinus de 0 c'est 0, le sinus de pi c'est 0, ce qui nous donne 0. Maintenant, si les points sont non alignés, si ABC, lorsque AB est égal à, donc ici, on a AB vectoriel AC aussi, ça va donner 0. Maintenant, produit vectoriel de 2 vecteurs. Donc, ça c'est des cas particuliers, c'est des remarques. Maintenant, ça c'est le cas général.
si U et V sont deux vecteurs de l'espace. Parce que ici, les vecteurs qu'on avait, ils avaient tous un même point d'origine, c'est-à-dire le point A, AB et AC. Maintenant, là, on a U et V, deux vecteurs de l'espace. Donc, et A, un point quelconque. On construit AB égale à U et AC est égal à U. Le produit vectoriel de U et V est noté U vectoriel V, c'est égal à AB vectoriel AC. Donc, on remarque maintenant, si U et V ne sont pas collinaires, U vectoriel, donc U, V et U vectoriel V est une base directe. Ça, c'est AD, ça c'est AB, c'est AC, c'est AD. Or, on a vu que AD est aussi orthogonal au vecteur U et en même temps au vecteur, parce que avec les vecteurs, on ne parle pas de perpendulaire ni de parallèle. Donc, avec les vecteurs, on parle de vecteurs collinaires s'ils ont la même direction. On parle de vecteurs orthogonaux si les directions sont perpendiculaires. OK. Maintenant, propriété du produit vectoriel. Donc, orthogonalité. Vous avez vu ce dont je parlais tout de suite. Si c'était dans le plan, on a l'orthogonalité. Théorème. U et V, deux vecteurs de l'espace. Leur produit vectoriel est un vecteur orthogonal à U et à V. Bon, c'est ce qu'on avait vu ici. Le produit vectoriel U et V est orthogonal à U et à V. Si U est collinaire à V, donc ça veut dire que si deux vecteurs sont collinaires, soit ils forment un angle nul, soit ils forment un angle plat. Le sinus d'un angle nul, c'est 0. Le sinus de pi aussi, c'est 0. Donc, c'est ce qui nous donne U vectoriel V est égal à 0. Or, bon, regardez ici, on a dit or, le vecteur nul est un vecteur est orthogonal à tout autre vecteur de l'espace. Donc, le vecteur nul, il est orthogonal à tous les... Maintenant, si U n'est pas collinaire à V, c'est-à-dire on a deux vecteurs non collinaires. Alors, d'après la description donnée par la définition de 1, on l'avait précédemment, U vectoriel V est un vecteur AD, orthogonal au plan ABC. Donc, le vecteur AD et le vecteur AB sont orthogonaux. Donc, cela veut dire quoi? AB orthogonal à AD orthogonal à AB et AD aussi orthogonal à AC. Ce qui nous donne U vectoriel V est orthogonal à U et U vectoriel V aussi orthogonal à V. C'est ce qu'on a ici. Donc, U est orthogonal à. C'est un repère. Là aussi, on l'a. Voilà. Maintenant, collinarité de deux vecteurs. Donc, deux vecteurs U et V sont collinaires si, parce que dans les petites classes, on dit deux vecteurs sont collinaires s'ils ont la même direction. Si deux vecteurs ont la même direction, soit ils forment un angle nul, soit ils forment un angle plat. Donc ça veut dire forcément, leur produit vectoriel donnera 0. Parce que le produit vectoriel U vectoriel V, c'est norme de U fois norme de V, sinus de 0 ou bien sinus de pi. Sinus de 0, c'est 0, sinus de pi, c'est 0. Voilà. Donc maintenant, ça c'est les démonstrations. On aura après, bon, les élèves auront le temps de le lire et on va revenir là-dessus. Comme ils ont la possibilité de poser des questions, donc on aura aussi la possibilité de revenir pour réexpliquer. Maintenant, ça c'est base orthogonale. Donc U et V sont deux vecteurs unitaires et orthogonaux. Et W, c'est le vecteur qui est égal à U vectoriel V. Alors, U, V et W est une base orthonormale directe. Donc, les vecteurs sont orthogonaux, 2 à 2. Et aussi, vous prenez norme de W est égale à norme de U fois V. Donc, norme de U vectoriel V. Et ça va donner 1 forcément. Donc là, vous avez... Et puis, c'est orienté aussi dans le sens direct, comme on l'avait expliqué avec la règle du tire-bouchon. Maintenant, ça aussi, c'est la démonstration. Les élèves auront la possibilité de le dire. Comme on n'a pas assez de temps, sinon on allait revenir sur les démonstrations. Maintenant, on nous dit si U et V est une base orthonormale directe. Alors, U, ça, donc c'est la réciproque. W est égal à U vectoriel V. Donc ça aussi, c'est la démonstration. Donc ça, les élèves auront le temps. Maintenant, s'ils ont des questions, comme ils ont la possibilité de poser des questions, donc on aura la possibilité aussi d'apporter des réponses à ça s'ils n'ont pas compris. Maintenant, ça, c'est des règles de calcul. Donc, on va essayer donc, maintenant, quels que soient les vecteurs U et V, donc, antisymétrie. Cela veut dire quoi? U vectoriel V n'est pas forcément égal à... C'est-à-dire, si vous permettez, si vous changez l'ordre de vecteur, il n'y aura pas forcément égalité. Sauf si... Regardez ici. Le seul cas où cela est possible, c'est quand les vecteurs sont collinaires. Quand les vecteurs sont collinaires, U vectoriel V est égal à 0, V vectoriel U est égal à 0. Mais sinon, si les vecteurs ne sont pas collinaires, U vectoriel V, c'est l'opposé de U vectoriel, c'est-à-dire V vectoriel U. Donc si vous changez l'ordre des vecteurs, donc forcément, il faut mettre un moins devant. OK. Maintenant,
bilinéarité, donc cela veut dire quoi? Donc maintenant, ça c'est des propriétés que les élèves vont utiliser pour faire le calcul. Bon, il y a des exercices qui seront donnés après, qui leur permettront en fait de faire des applications. Donc ça c'est des propriétés. Quand vous avez U vectoriel, la somme, on peut distribuer. Donc on a distribué U vectoriel V plus U vectoriel W. Ici maintenant, si c'est la somme qui précède, donc là aussi on distribue U vectoriel W plus V vectoriel W. Maintenant, si vous avez un vecteur multiplié par ça, c'est une constante, c'est un réel. Donc le réel là, on peut le sortir et faire le vectoriel, le produit vectoriel entre U et V. Maintenant, même chose aussi, si vous avez un réel fois U, donc vectoriel, on peut isoler le réel et faire le produit vectoriel entre les deux vecteurs. Donc ce sont ces propriétés-là que les élèves vont utiliser pour faire les exercices. Maintenant, ça, c'est les coordonnées du produit vectoriel dans une base orthonormale. Donc on vient de définir une base orthonormale directe. Donc soit I, J et K, une base orthonormale de l'espace. La propriété suivante résulte des résultats précédents. Voilà. Donc ici, I vectoriel I. I vectoriel I, ça donne évidemment 0. Pourquoi? Parce que I vectoriel I, le vecteur I et le vecteur I lui-même forment l'angle nul. Donc ça donne I vectoriel I, ça fait 0, J vectoriel J, ça fait 0, K vectoriel K aussi, c'est égal à, c'est-à-dire est égal au vecteur nul. Bon, avec les vecteurs, on ne parle pas de 0, mais on parle de vecteur nul. Donc maintenant, I vectoriel J, ça donne le vecteur K. Donc quand vous faites le produit vectoriel de ces deux-là, vous avez l'autre vecteur. Maintenant, si vous avez J vectoriel I, donc on l'a vu précédemment, si on permute l'ordre des vecteurs, forcément, il faut mettre un moins ici. Maintenant, J vectoriel K, parce qu'après J c'est K. Donc J vectoriel K, ça va donner I. Donc si vous permettez, ça va vous donner moins. K vectoriel après K, parce que c'est O, I, J, K. Quand vous êtes à K, vous revenez en I. Donc K vectoriel I, ça vous donne le vecteur J. Si vous faites la permutation, ça va vous donner moins J. Donc, maintenant, les coordonnées du produit vectoriel, donc ça c'est des calculs. Maintenant, le vecteur U a pour coordonnées X, Y et Z. Eux, ils avaient l'habitude tout simplement d'avoir X, Y. Maintenant, là, comme c'est dans l'espace, vous avez trois composantes. Vous avez X, Y et Z. Le vecteur V, X', Y' et Z', deux vecteurs de l'espace. Maintenant, on a fait le calcul pour voir quels sont les... Après avoir fait le calcul, les élèves vont... Maintenant, il faudra, je vous conseille, chers élèves, de refaire le calcul. De faire le calcul parce que moi, je n'ai pas le temps mais refaire le calcul pour voir d'où est-ce que le résultat vient. Donc maintenant, ça, c'est une nouvelle notation que les élèves n'ont pas l'habitude. Ça, bon, ça, ils l'ont vu dans les petites classes. Mais là, donc, c'est des calculs maintenant qui ont été faits à partir de ça. Donc, le vecteur I, J et K. Donc, U vectoriel V. À chaque fois, quand vous voulez calculer U vectoriel, vous posez ça ainsi. Donc, voici la méthode parce que ça vient de là. Donc, ça, vous pouvez réexpliquer ici là calmement. Ceci, oui. Ça vient de là. Donc, quand on vous donne le vecteur U et le vecteur, donc, on note quelles sont les coordonnées du vecteur U, X, Y et Z. Les coordonnées du vecteur V, X', Y' et Z'. Maintenant, on a eu ça, on l'a ici, n'est-ce pas, avec le vecteur I. Ça, c'est le vecteur J. Donc, ça va avec J. Et ça va avec K. Maintenant, ça, c'est le déterminant. Ils l'ont appris depuis la seconde. Donc, pour calculer ça, vous faites le produit croisé Y fois Z' moins Z fois Y'. Donc, en fait, vous avez vu, il y a une application, l'espace est rapporté. Donc, il y aura des exercices d'application, vous avez vu, ici, ça est là, vous avez maintenant, le calcul est là. Donc, ils ont posé, maintenant, le reste des calculs. Donc, ils auront en fait des exercices d'application que je vais leur donner. Ça leur permettra en fait d'essayer de faire. Ensuite, on va revenir pour voir si la correction est bonne ou... Je pense qu'il y aura des exercices d'application que les élèves pourront retrouver sur la page igfm.sn du groupe Futur Média ou bien carrément sur la page Facebook de la salle des profs en attendant de revenir demain. Des exercices au nombre de combien? Bon, c'est 5 exercices. 5 exercices. Voilà, ils auront la possibilité de les faire. Bon, c'est des exercices d'application, c'est des exercices simples. Ça leur permettra de s'initier parce que comme c'est quelque chose de nouveau, donc, mais ce n'est pas compliqué. D'accord. Donc, il suffit de s'exercer. Bon, donc, vous revenez demain pour la correction, ce qui veut dire qu'ils ont moins de 24 heures pour... Mais oui, menacé. Moins de 24 heures, vous les scientifiques, terminal S1. Vous m'avez envoyé des messages, vous nous avez imposé la géométrie dans l'espace. Donc, moi, ce que je vous demande,
c'est le défi, relancez-le. Faites-nous les exercices et demain, on le fait revenir, Inch'Allah. Okay. Merci beaucoup. Donc, rendez-vous demain avec toujours Monsieur Ly, professeur de mathématiques. En tout cas, bravo à vous, bravo aux élèves qui sont en terminale S1. D'habitude, dans les lycées, ils sont les stars, en fait. Wow, quand ils passent, ils sont très posés, très, très effacés. Nous, ils ne font pas de boucheté. Mais le plus souvent aussi, c'est la série où tous les élèves passent. 100%. Wow. Donc, oui. Ils se disent que c'est difficile, mais au finish, il y a 100%. C'est la classe même qui fait des fois relever le taux de réussite dans les établissements. Donc c'est tout le temps 100%. Des fois, c'est rare de voir 98%, mais le plus souvent, c'est 100%. Parce que ce sont des élèves que l'on sélectionne depuis les petites classes. Donc c'était un plaisir aussi de venir exposer. Tout le plaisir est pour vous. Qu'on a dans... Vous en avez énormément. La modestie poulard. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Ousmane Ly, professeur. Mamadou. Pourquoi je dis Ousmane depuis le début? Ousmane, c'est le sabre de Mohamedou. Excusez-moi, Monsieur Ly, je vous présente toutes mes excuses. Monsieur Mamadou Ly, professeur de mathématiques. Donc, chers élèves, chers apprenants, élèves en classe de terminale S1, vous avez vos applications du jour que vous pouvez retrouver sur la page Facebook de la salle des profs ou bien carrément sur igfm.sn du groupe Futur Média. Donc, à vos cahiers, à vos livres, à vos blocs, à vos exercices, vous aussi, élèves en classe de CM2, vous en avez avec Monsieur Gueye et je pense que c'était au tout début de l'émission La Salle des Profs. Et pour ceux qui sont peut-être en terminale L ou bien pour les cours de géographie, vous avez la possibilité aussi de revoir le cours sur l'Allemagne avec la belle présentation de Monsieur Sarr Wali. En tout cas, merci à tous ces enseignants qui ont bien voulu être là ce matin dans la salle des profs de la télévision Futur Média. Merci beaucoup, merci à tous. Je vais en profiter pour rejoindre ma place afin de retrouver le livre de la semaine, fin de confinement pour moi. Et aujourd'hui, nous faisons la part belle, Docteur Massamba, au tout petit. Nous quittons Fatou Diom, nous quittons un peu les grands classiques, nous quittons Paulo Coelho pour aujourd'hui voir avec nous les tout petits Akissi. Akissi, je pense, les élèves connaissent bien à l'école primaire. D'habitude, ils partagent les livres, font des échanges entre eux. Akissi, c'est l'histoire d'une petite fille, c'est votre histoire, c'est mon histoire. Une petite fille, son quotidien y est raconté. Donc, à vos livres, essayez d'en choisir. Nous allons pas en faire un livre de la semaine, mais bon, on va essayer de voir un livre, 2 par 3 jours, car c'est très très facile à lire. C'est une série littéraire, une bande dessinée. En tout cas, très bon courage à tous. N'oubliez pas de relire les cours, d'avoir votre livre de la semaine et très bon courage à tous. Comme j'ai l'habitude de le dire, ici dans la salle des profs, ensemble, Inch'Allah, nous y arriverons. Merci à tous et à demain, Inch'Allah.